L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur le premier Final Fantasy, et ça vous a plu. Merci pour tous vos retours positifs d'ailleurs. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur le deuxième. J'avais peur qu'il y ait trop peu à dire, mais en y jouant, je me suis rendu compte qu'il y a des choses à dire. Final Fantasy II est sorti en 1988, au Japon, pour la Famicom. C'est un JRPG, mais pas une suite de confort. Très vite, l'équipe a voulu casser ce qui marchait déjà. Final Fantasy II est assez différent de son prédécesseur, une ambiance plus lourde, plus mature. Du coup, cette vidéo, c'est le récit d'une suite qui veut être autre chose. Une suite courageuse, parfois brillante, et qui pose un truc très simple. Qu'est-ce qu'une saga gagne lorsque, dès l'épisode 2, elle accepte de se réinventer? Ah oui, et je joue toujours sur la version Pixel Remaster. Du coup, on lance. Et déjà, première surprise, il n'y a pas de menu choisissez vos 4 classes. Pas de petite sélection propre, pas d'option qui te permet de démarrer avec 4 guerriers. Ici, une équipe nous est assignée, des gens, avec des noms. On peut quand même les modifier, mais des entrées sont déjà faites par défaut. Firion, Maria, Guy et Léon. Et moi je décide de laisser comme ça. En quittant cet écran, on assiste à une cinématique qui nous montre un monde en guerre. L'empereur de Palmecia a réveillé des monstres oubliés pour asservir la planète. Pour finir, on nous apprend que 4 jeunes de la ville de Finn ont dû fuir leur ville. On comprend qu'il s'agit là de notre équipe. Et là, le jeu commence par une bataille impossible à gagner, littéralement. On se fait découper et c'est game over. Sauf que c'est un game over qui fait partie de l'intro. Donc en gros, Final Fantasy II, il commence par te dire la guerre. Et au passage, tu n'es pas spécial, tu es juste vivant. Pour l'instant. Alors on se réveille dans une planque rebelle, sauvé in extremis. On se fait soigner par Minwu et Hilda. En sortant de notre chambre, on retrouve nos partenaires. Et là, le jeu fait un truc très particulier. Il installe directement un manque. Parce que dans le groupe, il y avait un 4ème, et maintenant on est 3. On a donc Firion, Maria et Guy. Et l'ombre de Léon, qui plane au-dessus de l'équipe dès la première minute. Et c'est là que je comprends la promesse de Final Fantasy II. La saga a décidé de remplacer Destin par survie. On ne joue plus des guerriers de la lumière, on joue des réfugiés. Des gens qui ont tout perdu, et qui sont maintenant coincés dans une guerre qu'ils pourraient totalement perdre. Puis on se balade dans la ville. La musique est presque tranquille, sauf que dans l'air, il y a une tension. Comme si le jeu te disait « profite du calme, c'est une illusion ». On retrouve Hilda, la chef rebelle qui nous a sauvés. Une ancienne princesse, une figure de résistance, et déjà une vibe de « on est en sous-effectif, mais on fait avec ». Et puis on voit Gordon, le prince lâche, qui est littéralement posé là comme une promesse d'arc narratif. À ce moment-là, le jeu commence déjà à faire ce que Final Fantasy I ne faisait quasiment pas. Il parle de politique, des trahisons, des gens qui tiennent des rôles, pas juste des quêtes. Et du coup, le lore il se pose. Un empire, celui de Palmecia, est en train d'avaler la carte. Finn est tombé, la ville est tenue par des soldats, mais il reste des rebelles et toi tu vas t'y rendre pour essayer de retrouver Léon. Et là, pendant ce dialogue, le jeu te fait découvrir une mécanique. Quand un terme important apparaît dans un dialogue, le jeu te laisse l'apprendre, et une fois que tu l'as appris, il part dans une petite liste. Tu le gardes sur toi comme un objet, sauf que c'est un mot. Ensuite, quand tu reparles aux gens, tu peux ressortir ce mot, le répéter, et certains PNJ te répondent autrement. Parfois, c'est juste une info. Parfois, ça fait avancer le scénario. Et là, Hilda te donne le premier exemple. Orchidée. C'est le mot de passe de la résistance. Donc ce n'est pas un lore bonus, c'est un code. Tu le répètes aux bonnes personnes et d'un coup, tu passes du statut de inconnu au bataillon au statut de ok, toi t'es des nôtres. Bref, après la fin de cette interaction, on s'équipe. Parce que même si le jeu donne une équipe déjà écrite, il te laisse un truc, la manière dont tu vas les jouer. Et là, on attaque la grande idée de Final Fantasy II, la progression. Dans Final Fantasy II, il n'y a pas cette marche régulière. À la place, tes stats et tes sorts montent parce que tu les utilises. Tu tapes à l'épée, tu progresses à l'épée. Tu lances un sort, ce sort prend des points et finit par monter de niveau. Et là, l'exemple le plus parlant, c'est le soin. Si tu veux qu'un perso soigne mieux, il faut qu'il soigne. Ce n'est pas un sort que tu as, c'est une compétence qui grandit à force de l'utiliser. Seulement pour le personnage qui la travaille, bien entendu. Sauf que, ça pousse naturellement à des comportements un peu tordus. Parce qu'en dehors des combats, tu peux pas lancer soin pour rien. Si personne n'est blessé, le jeu te laisse même pas le faire. Du coup, les guides te montrent le truc le plus absurde du monde. Tu te fais volontairement attaquer juste pour pouvoir soigner, et faire progresser le sort. Et c'est là que le jeu devient à la fois brillant et bizarre. Brillant parce que thématiquement, c'est cohérent. Tu es ce que tu pratiques. Et bizarre parce que toi, tu te retrouves à chercher des monstres pour qu'ils tabassent ton équipe. Et moi, je vais être honnête, malgré tout, j'ai bien aimé ce système, parce qu'il te permet de construire une équipe très personnelle. Après s'être équipé dans la ville, avoir défini qui tapera et qui fera de la magie, on sort d'Altaïr pour notre première vraie mission. On part vers Finn. Et là, le jeu te montre une ville, et il te dit t'as pas le droit. Des gardes partout, et si tu parles à certains, tu meurs. Du coup, on contourne, on cherche une entrée, on se glisse, et on finit dans un bar où on utilise le mot de passe que Hilda nous a appris. On traverse le passage secret du bar, et on tombe sur une petite pièce, une ambiance de planque improvisée, et surtout, un lit. Et sur ce lit, il y a un mec. Il est vivant, mais il est fini. Tu lui parles et il se présente, Scott, prince de Kashuan, frère de Gordon, fiancé de Hilda, et il est mortellement blessé. Il te donne une liste de trucs à porter, un message pour Gordon, une info sur la chute de Finn, avec un nom de traître qui ressort, et surtout, il te file un objet, sa bague, à rapporter à Hilda. Et puis voilà, il est là, et il meurt.
On rentre à la planque, on annonce la mort de Scott à Hilda, et à ce moment-là seulement, on rejoint vraiment les rebelles. On reçoit un canoë, et notre première mission officielle est très terre à terre. Trouver un métal rare au nord pour que la résistance puisse enfin forger des armes correctes. Parce que oui, dans ce jeu, la guerre c'est aussi une question de logistique. Et on n'est pas seul, Minwu nous accompagne. C'est un mage blanc, surpuissant, qui nous a soignés, rôle de mentor et rappel permanent que dans Final Fantasy II, la magie, c'est pas un petit bonus, c'est un pilier. Pour récupérer ce métal, on ne part pas au hasard. Hilda nous oriente vers le nord, du côté de Salaman. Parce qu'il y a un gars du coin qui connaît la situation là-bas, Joseph, un grand gaillard au crâne rasé, le genre de type qui arrive et qui te fait comprendre immédiatement qu'il est important. Pour l'instant, c'est un contact, une voix du terrain. Il nous confirme que l'Empire ne fait pas que prendre des villes, il casse des vies, il fait disparaître des gens dans des mines, il transforme des habitants en main-d'œuvre. Du coup, on part au nord, on traverse des zones, on se bat, on s'use, et on arrive à notre premier vrai donjon, la caverne Sénite, là où on cherche ce fameux métal. Et là, la caverne Sénite, c'est ton premier vrai mur. Parce que les ennemis à l'intérieur, c'est plus juste des trucs à XP, c'est des rencontres qui te prennent à la gorge. Ça pique, ça tape en groupe, et toi, t'es encore en phase, j'apprends comment mon équipe tient debout. Et là, nouveauté, les salles pièges. Dans Final Fantasy 1, le piège c'était souvent le coffre qui cache un monstre, mais ensuite, tu obtiens une récompense. Dans Final Fantasy 2, le piège c'est parfois une pièce entière, une porte et derrière, rien d'intéressant, seulement des ennemis plus durs, plus nombreux, et du temps perdu. Donc on avance prudemment, on choisit, on fait des allers-retours, on gère l'usure, et Minwu pendant ce temps te sauve la vie en te rappelant que les combats ici sont pensés pour t'user, pas juste pour te ralentir. On finit par mettre la main sur le métal, pas un artefact légendaire, pas une prophétie, pas un cristal, juste un matériau qui va servir à fabriquer des armes. Et surtout, c'est au retour, quand on fait notre rapport, que la prochaine menace est posée noir sur blanc. Hilda lâche un mot-clé, le Dreadnought. Et si tu fais l'effort de lui redire ce mot avec la fonction, elle te détaille le truc. L'Empire construit un énorme aéronef de guerre près de Bavsk. Un projet si massif que ça ressemble moins à une arme qu'à une catastrophe en préparation, avec des gens réduits au travail forcé autour du chantier. Et d'un coup, on n'est plus dans on améliore l'équipement, on est dans on doit empêcher une catastrophe. L'Empire a une arme secrète, et quand on dit arme secrète, on parle pas d'un nouveau sort, ou d'un général un peu méchant, on parle d'un truc qui pourrait raser la carte. Donc la suite est logique, on part vers Bavsk, là où l'Empire construit le Dreadnought. Cette marche vers la gare m'a un peu fait penser à Xenoblade Chronicle 3, une gare mécanique, un truc qui te dépasse. T'as pas l'impression de choisir l'aventure, t'as l'impression d'être aspiré par un conflit qui tourne déjà sans toi. Et Final Fantasy 2 a exactement ce parfum-là. Tu avances, mais tu sens que la machine est plus grosse que ton équipe. Et quand on arrive, l'ambiance c'est pas une ville d'aventure, c'est une zone sous contrôle, des soldats partout, des accès verrouillés. D'abord, on a plutôt le droit à une sorte de phase d'infiltration. Tu parles aux gens, tu récupères des infos, et tu comprends que pour approcher du chantier, il faut un accès, un plan ou un contact. Et justement, on nous souffle qu'il y aurait un espion rebelle déguisé en soldat, planqué en ville. Donc on cherche, on le trouve. Tu as un petit passage discret, un signe, un « ok viens », et ça débloque l'entrée. On descend par un passage souterrain, on traverse une zone qui ressemble plus à un couloir de maintenance qu'à un donjon fantasy, et on arrive enfin au cœur du problème. C'est déjà trop tard. Le Dreadnought n'est pas un chantier, c'est déjà une réalité. Un monstre d'acier terminé, prêt à partir. Donc ton objectif à empêcher la catastrophe se transforme instantanément en « ok, maintenant comment on détruit une catastrophe déjà en marche ?» Et à partir de là, Final Fantasy 2 commence à empiler des morceaux d'intrigue comme si c'était normal. Parce que Bavsk, c'est pas une mission, on n'a pas empêché la catastrophe, on l'a vu décoller. Et le jeu en profite pour poser des pièces sur l'échiquier, une par une. Déjà, il y a un chevalier noir qu'on aperçoit. Une présence qui ne s'explique pas vraiment, mais qui imprime un truc très clair. On va le recroiser. Un mystère en armure qui marche au milieu de ton histoire comme un panneau à suivre. Et pendant que toi, tu cours derrière la machine, le jeu te glisse un détail beaucoup plus silencieux. Le roi de Fine est malade. Ici, la guerre ne tue pas seulement par l'épée. Elle use, elle affaiblit, elle finit les gens lentement. Et au milieu de ce chaos, le jeu te glisse Sid, au moment où ça compte vraiment. En repassant par Poft, tu le retrouves au bar, vieux, un peu blasé, et avec cette énergie très particulière de oui, le monde brûle, mais l'essence reste payante. Sauf que là, Sid n'est pas juste un PNJ rigolo posé au mauvais endroit. Si tu lui parles avec le bon mot, il te donne la piste qui débloque la suite. Il te met sur le terme Sunfire, et d'un coup l'objectif devient clair. Si tu ne peux pas empêcher le dirigeable d'exister, il faut un moyen de le faire fondre. Et au passage, c'est ici que la saga lance vraiment son petit rituel, un Sid, quelque part, dans presque chaque Final Fantasy. Pas le même gars, pas la même vibe, mais souvent cette fonction de charnière, entre les problèmes et la solution. Et moi je vais être honnête, récemment, mon Sid préféré est devenu celui de Final Fantasy XVI, Sidolphus Telamon. Parce que j'aime sa personnalité, vraiment. Le gars a une sorte de charisme fatigué, il a l'air de porter le monde sur les épaules, mais il continue quand même à sourire comme si tout ça n'était qu'un problème à régler. Sauf que voilà, on redescend sur Final Fantasy 2, et on revient à l'époque où Sid n'a pas encore le luxe d'être un personnage écrit en 3 dimensions. Ici c'est plus simple, un vieux pilote au bar et une philosophie très claire, le trajet se paye. Tu lâches tes Gilles s'il te fait monter, et d'un coup ça devient pratique. Plus besoin de traverser la moitié de la carte à pied pour raconter ce que tu as vu. On prend le dirigeable taxi, on se fait déposer, et on retourne vite à la planque.
Et là, le jeu ne te laisse pas souffler. C'est là que, grâce à Sid, le plan tombe au briefing. Il existe un feu sacré, caché dans le royaume abandonné de Kashuan. Un feu magique, assez violent pour faire fondre un monstre de métal, sauf que Kashuan est scellé. Pour l'ouvrir, il faut un objet précis, la cloche de la déesse, et cette cloche est planquée dans une caverne de neige. Et là, on a un petit flashback de Final Fantasy 1, ce moment où le jeu te demande de faire une liste de courses où on doit chercher l'objet qui déverrouille l'endroit. Et là, c'est une cloche, dans une grotte de neige, pour aller chercher un feu sacré. À ce moment du jeu, Joseph redevient central, il devient le 4e slot. On retourne vers Salamande, on lui parle, et cette fois, il ne donne pas juste une info, il vient avec nous. Parce que la route vers la neige, c'est pas une promenade. Et Final Fantasy 2 adore cette logique de campagne. Un allié temporaire arrive, tu le tiens en vie, et tu sais déjà que cette place-là n'est jamais stable. Et là, Final Fantasy 2 te fait un cadeau absurde, un traîneau. Le jeu distribue des véhicules vraiment aléatoires. Du coup, on prend Joseph et on avance. On entre dans cette caverne de neige, et au milieu du froid, au milieu de la route, il y a ce moment étonnant. Guy parle castor. Je répète, Guy, notre personnage, parle castor. Et il leur sort un compliment du genre « tu es toujours beau ». Et tout le monde accepte ça comme si c'était le truc le plus normal du monde. Finalement, on récupère la cloche. Et là, le jeu fait ce qu'il aime faire. Il te rappelle que la guerre, c'est des sacrifices. Joseph meurt. Il reste derrière, il te dit d'y aller, alors que la sortie est juste là, et il finit écrasé par un rocher. Et le pire, c'est après. Parce qu'une fois de retour, le jeu te laisse aller voir sa fille. Pas avec une scène qui te prend par la main. Juste toi, face à ce que ça implique. Mais maintenant, on a la cloche. La prochaine étape, c'est le feu sacré du royaume abandonné de Kashuan. Et là, Gordon, le prince lâche, se joint au groupe. Sur la route, on tombe aussi sur un endroit curieux, une forêt avec une créature bizarre, et c'est là que les chocobos apparaissent pour la première fois. Ça marque un vrai glissement par rapport à Final Fantasy 1. On n'est vraiment plus dans le délire elfe d'un côté et nain de l'autre. Là, t'as l'impression que le monde commence à se construire autrement, moins fantasy générique, avec ses propres bestioles, ses propres symboles, et qui vont finir par paraître évidents, comme s'ils avaient toujours été là. Bref, après ce détour, on se rend à Kashuan et on obtient le feu sacré. Et pendant une demi-seconde, on se dit « Ok, on a l'arme, on a la solution, on va pouvoir respirer ». Sauf que la guerre ne s'arrête pas parce que t'as réussi une mission. Parce qu'en revenant, Final Fantasy 2 te met une gifle. Le Dreadnought commence à frapper, à terroriser, à raser des coins entiers. Et dans ce chaos, il coupe la tête de la résistance. Hilda est capturée, et Sid aussi au passage, avec son dirigeable, donc plus de voyage rapide. Là tu comprends que ce n'est pas juste un ennemi fort, c'est un ennemi qui sait exactement quoi prendre pour t'empêcher de réagir. Et si tu retournes dans les lieux que tu connais, tu vois l'effet concret du conflit, pas juste le PNJ dit qu'il a peur. Non, les villes que tu as connues sont en ruine. Et là, tu comprends le deal de Final Fantasy 2. La victoire ne nettoie rien. J'avais ressenti la même chose sur Nier Replicant. Même après être allé jusqu'au château de ton original, t'as pas un monde réparé, t'as des pots cassés. La fin ressemble plus à une cicatrice. Et c'est exactement ce que Final Fantasy 2 raconte en continu. Tu gagnes, mais rien ne redevient normal. Tu fais ce qu'il faut, et le monde continue de se dégrader quand même. Du coup, on part pour sauver Hilda. On apprend que le Dreadnought s'est posé pour ravitailler. On profite d'une fenêtre, on s'infiltre, on remonte à bord, et là, enfin, on fait ce qu'on voulait faire depuis le début. On balance le feu dans le ventre de la bête, et le cuirassé volant explose. C'est efficace, c'est satisfaisant. On finit par récupérer Sid et Hilda. Sur le papier, c'est énorme, une vraie victoire. On a fait exploser l'arme, on a arraché nos otages à l'Empire, et pendant 2 secondes, ton cerveau veut y croire. Ok, on vient peut-être de retourner la guerre. Sauf que non, parce que détruire le Dreadnought, ça n'a pas détruit l'Empire. Ça a juste empêché l'Empire de gagner trop vite. Les garnisons sont toujours là, les généraux aussi, les territoires occupés aussi. Et surtout, si l'Empire a pu sortir un monstre pareil une fois, rien ne garantit qu'il ne sortira pas pire ensuite. Donc on retourne à la planque, et là, on n'a même pas le temps de savourer. On va voir le roi Dauphine, et lui, il est au bout. Et c'est précisément pour ça qu'il planifie 3 missions, 3 axes, 3 lignes de front. Minuit doit aller à Mysidia chercher le grimoire d'Ultima, la magie suprême. Gordon doit mener l'armée rebelle. Et nous, on doit aller à Deist, proposer une alliance avec les dragons. Et juste après avoir donné ses ordres, il meurt. Nous, on se rend donc à Deist, sauf qu'une fois arrivé, on réalise qu'on est encore en retard. Les dragons sont morts, empoisonnés, plus d'alliance, plus de miracle. Et moi, à ce moment-là, je comprends que Final Fantasy 2 n'essaie pas de raconter une aventure. Il raconte une campagne, où chaque réussite arrive avec son ombre. Bon, là, on arrive au moment où Final Fantasy 2 devient sérieux, parce qu'on sort de Deist avec cette sensation dégueulasse, dont on est arrivé encore trop tard. L'alliance qu'on devait ramener, c'est littéralement un cimetière, et là, le jeu te donne un objet, un œuf, la dernière wyvern, le dernier peut-être. Et moi, je me retrouve à trimballer ça, je le dépose dans une source, dans la caverne de Deist, en mode rituel improvisé, et je repars, je rentre au repère. Et là, ça continue, il y a encore un truc qui cloche. Hilda est là, enfin, Hilda, elle parle, elle bouge, elle fait sa chef, mais je sais pas comment expliquer, ça sonne creux. Et Final Fantasy 2, fidèle à son goût pour les coups bas, finit par lâcher la vérité. Celle qu'on a ramenée, c'est un monstre, une fausse Hilda, posée là pour neutraliser la résistance de l'intérieur.
Non seulement on était en retard à Deist, mais en plus on se fait infiltrer. On l'affronte et là, c'est pas un boss barre de PV, c'est un boss qui te met le doute dans le gameplay. Parce qu'une Lamia, ça joue pas fair play, ça te retourne la team, ça t'endort des gens au pire moment, ça te casse ton rythme, et tu te retrouves à regarder tes persos tomber comme des pantins, pendant que toi tu peux juste te serrer les dents en espérant qu'ils se réveillent. Du coup, le combat devient une bagarre de panique, tu passes ton temps à récupérer le contrôle, à maintenir un minimum de soins, jusqu'au moment où, enfin, tu l'as fait tomber, et là, seulement tu respires. Le jeu enchaîne. La vraie Hilda est vivante, capturée, planquée à Palmesia dans un colisée, donc je retourne dans le ventre de l'Empire, le colisée. C'est exactement ce que vous imaginez, un endroit fait pour l'humiliation. Je progresse, mais je me fais enfermer, je tombe dans l'arène, et je me dis ok, c'est maintenant que le jeu veut me faire payer. Parce que dans l'arène, on te balance un behemoth, une brute qui transforme chaque tour en panique. Donc t'es là, à soigner en urgence, à sécuriser tes PV, à chercher la moindre fenêtre pour taper sans te faire punir derrière. Ça dure, ça cogne, et quand tu gagnes, c'est pas cool. C'est merci, je suis encore vivant, et juste après, on te jette en prison. Et là, miracle, Paul, un voleur. Il arrive, il ouvre une issue et il te sort de là. Je récupère Hilda, la vraie cette fois, et là, enfin, on a ce moment qui manquait depuis le début. Une victoire qui ressemble à une vraie victoire. La résistance se redresse, Gordon arrête de trembler, et on lance une contre-attaque pour reprendre Finn. On retourne au château, on vire les soldats, et pendant quelques minutes, je me dis, ok, on reprend un endroit. Et ça, tu le ressens dans les combats. C'est plus des rencontres sur une route, c'est du nettoyage de forteresse. Couloir après couloir, garde après garde. Tu pousses une porte, ça tombe. Tu montes un escalier, ça tombe encore. Et plus tu avances, plus ça sent la défense organisée. Moins des soldats qui traînent, plus des mecs postés là pour te stopper. Donc tu joues autrement, tu cherches la stabilité, tu veux des tours propres, des soins constants. Et on y arrive. Sauf que, en même temps, ça a un goût étrange aussi. Parce qu'on libère une ville, pour un roi qui n'est déjà plus là. Son dernier acte, c'était éparpiller les forces, parce que l'Empire, lui, n'a pas disparu avec le Dreadnought. Minui est parti chercher Ultima à Mysidia, et moi, je finis par comprendre que s'il ne revient pas, c'est qu'on doit aller le chercher, ou au moins aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Donc je pars vers Mysidia. Et là, petit changement de ton. Mysidia, c'est la ville de la magie, l'endroit qui a l'air d'exister hors du conflit. Quand on grimpe au sommet de Mysidia, on retrouve Minui. Et Minui, il fait exactement ce qu'il devait faire depuis le début. Il s'éteint pour la cause. Il ouvre un passage, il se sacrifie. C'est triste, mais c'est cohérent avec tout ce que Final Fantasy II raconte depuis son intro. Les héros ne sont pas des élus, ce sont des gens qui acceptent de payer. Alors je récupère Ultima, et je redescends. Et là, le monde a changé. Pas un nouveau continent, pas un pont reconstruit, non. Un truc brutal, des villes détruites, des ruines, une sensation de fin du monde. L'empereur a invoqué un cyclone, une forteresse dans une tempête. Et au milieu de ce chaos, il y a Cid. Et là, Cid meurt. Gravement blessé par le cyclone, il est ramené à Finn. Avant de mourir, Cid nous a laissé son dirigeable, et c'est un moment un peu touchant, parce qu'au début, ce dirigeable c'était un service. Tu payais, tu montais, tu descendais. Là c'est plus un taxi, c'est l'héritage d'un mec qui a tenu jusqu'au bout, et qui te le dit, en gros. Prends-le, fais-en quelque chose, ne laisse pas tout ça servir à rien. Donc je le prends, et je monte. Et là, ok, ça devient concret. Je peux enfin voler. Je peux enfin décider de la route. Et Final Fantasy II te fait sentir le poids de ça. Parce que pendant que toi tu gagnes de la liberté, la carte, elle, est en train de se faire raser. Je finis par avoir besoin de la wyvern, celle de l'œuf. Celle qu'on a laissée dans la source comme un espoir fragile. Et quand elle naît, quand elle répond, c'est comme si le jeu refermait un nœud. Days n'était pas juste un échec, c'était une graine. Un truc planté dans la défaite, qui devient ton seul moyen de frapper la tempête. Grâce à la wyvern, on monte dans le cyclone. Je traverse la forteresse dans la tempête, avec cette sensation constante que le jeu veut muser jusqu'à l'os. Et j'arrive en haut, l'empereur. T'as plus l'impression de tomber sur un boss de fin de donjon, t'as l'impression de tomber sur le centre de gravité du jeu. Le combat a ce goût de bataille de fin de campagne. Ça frappe fort, ça punit les erreurs, et toi, t'es obligé de jouer sérieux. Sauf que, petite parenthèse, moi sur Final Fantasy II, au début, j'étais un peu perdu. Le système est bizarre, il te demande de mériter tes stats, d'utiliser des compétences pour qu'elles deviennent plus puissantes, et pendant quelques heures, tu joues en tâtonnant. Et puis, à un moment, tu comprends. Enfin, je comprends surtout parce que j'ai lu des solus. Tu commences à construire tes persos avec intention, et en plus, je suis sur la Pixel Remaster, donc t'as ces options de confort qui peuvent accélérer la montée en puissance. Et moi, évidemment, j'ai fait ce que je fais toujours dans un RPG, j'ai farmé, par moments, souvent trop. Résultat, au moment d'arriver au cyclone, je suis pas au bord du gouffre, je suis plutôt en avance sur le scénario. Donc ce combat, au lieu d'être une lutte tendue où chaque tour est un pari, il devient presque un contrôle technique. Tu appliques ta routine, tu sécurises et puis tu déroules. Et c'est aussi pour ça que je parle moins des combats que dans ma vidéo sur Final Fantasy 1. Les combats n'étaient que des formalités. Du coup, en vérité, ce combat tourne vite en notre faveur, jusqu'au moment où on pose les derniers coups, et où il tombe. Et pendant une seconde, je crois que c'est fini, sauf que non, on retourne à Palamessia. Et là, le chevalier noir, celui qu'on a aperçu plus tôt, celui que le jeu a gardé comme une silhouette. Il enlève enfin le masque, Léon. Le manque du début, le quatrième du groupe, l'ombre qui planait depuis l'intro. Il était là, mais pas comme on l'espérait, pas comme un sauvé, comme un type qui a choisi le mauvais camp et qui a grimpé. Et il prend le trône, littéralement, en mode l'empereur est mort, donc maintenant c'est moi.
Final Fantasy II nous dit que la guerre ne transforme pas toujours les gens en héros. Parfois, elle révèle juste un désir de pouvoir. Et là, au moment où tu crois que ça va se régler avec Léon, que c'est lui ton duel final, le jeu coupe court. Et l'empereur revient, depuis l'enfer. Le mec s'est fait tuer, a conquis l'enfer, et revient avec une forteresse démoniaque. C'est absurde, c'est grand, et ça marche. Parce que Final Fantasy II est déjà parti tellement loin dans son escalade que, bizarrement, c'est ok. Palamessia s'effondre, et à sa place, Pandemonium. Et j'arrive au sommet. L'empereur version finale. Le truc qui n'a plus grand chose d'humain. Et là, c'est plus vraiment un duel. C'est une exécution à réussir sous pression, sans quoi le monde entier sera détruit. Le combat est long, lourd, et tu sens que le jeu veut te faire craquer sur la durée. Tu soignes, tu boostes. Chaque tour où tu respires, tu l'utilises pour gratter un peu d'avance, parce que tu sais qu'à la prochaine ouverture, il peut te remettre dans le rouge. Et c'est ça qui rend la victoire satisfaisante. Pas j'ai gagné, mais j'ai tenu. J'ai tenu assez longtemps, assez proprement pour l'éteindre. Et quand il tombe, y a pas de triomphe joyeux, juste un silence. Comme si le jeu te disait « Ok, c'est fini, mais regarde ce que ça t'a coûté ». Et là, je ressens ce que Final Fantasy II essaye de me faire ressentir depuis le début. Me faire traverser une histoire où chaque victoire coûte quelqu'un. Joseph, Minwu, Cid. La guerre ne remet pas toujours les pièces à leur place, elle laisse des trous. Et toi, tu dois vivre avec. Quand on voit le générique de fin, t'as pas l'impression d'avoir terminé un RPG, t'as l'impression d'avoir traversé une guerre et d'en sortir avec un goût de métal dans la bouche. C'est peut-être ça la vraie différence avec Final Fantasy I. Final Fantasy I, c'est une aventure, un monde à découvrir et de l'émerveillement. Final Fantasy II, c'est la campagne, la guerre, des sacrifices, des trahisons et cette idée que gagner ne répare pas tout. D'ailleurs, si vous voulez voir le contraste, ma vidéo sur Final Fantasy I est là pour ça. Même série, mais pas du tout même philosophie. Final Fantasy II ose. Il ose être sombre, et il ose être adulte et mature. Enfin, voilà. Final Fantasy II, en gros, c'est ça.